Bienvenue dans Voyages avec Hérodote, le podcast qui vous plonge au cœur du premier grand récit de l'histoire. Ici, chaque épisode est une porte ouverte sur l'Antiquité. Rois, guerres, peuples oubliés et anecdotes aussi incroyables que vraies. Hérodote n'était pas qu'un historien, c'était un voyageur, un conteur, un curieux insatiable. Installe-toi, laisse-toi guider à travers l'Empire perse, l'Égypte mystérieuse, la Grèce naissante. L'histoire commence maintenant. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le livre 4 d'Hérodote. Ah oui, un livre fascinant. Tout à fait. Au programme, la géographie vue par les Grecs, l'Asie, la Libye, l'Afrique, l'Europe. Et des explorations assez folles. Exactement. Et surtout, une immersion chez les Scythes, ce peuple nomade, assez redoutable. On va essayer de décrypter tout ça. C'est ça. Hérodote nous donne une vision du monde qui est vraiment particulière. Il mélange la géographie, les récits d'expéditions commandités par des rois. Comme Nécos II ou Darius. Oui, voilà. Et puis des descriptions ethnographiques très détaillées. Surtout sur les Scythes, justement. Ce peuple nomade et guerrier. Alors, commençons par ces voyages, ces explorations incroyables. Hérodote raconte l'histoire du pharaon Nécos II, qui envoie des Phéniciens faire le tour de l'Afrique. C'est énorme comme projet, hein. Ah oui, carrément. Ils partent de la mer Rouge, naviguent vers le sud, et ce qui est fou, c'est qu'ils s'arrêtent, ils sèment du blé, ils récoltent. Oui, ils prennent leur temps, en quelque sorte. Ils vivent sur place pendant la mauvaise saison. C'est ça. Et ils repartent. Ils seraient revenus au bout de 3 ans par les colonnes d'Hercule, Gibraltar aujourd'hui. Une circumnavigation complète de l'Afrique, donc. Exactement. Mais il y a un détail amusant, Hérodote, lui, il doute. Parce qu'il raconte avoir eu le soleil à leur droite en contournant le sud. Et c'est là que c'est génial. Ce détail qui le fait douter, pour nous, c'est la preuve. La preuve qu'ils ont franchi l'équateur. Tout à fait. C'est une validation involontaire de leur exploit. C'est ironique, non? Carrément. Et ça contraste fort avec d'autres expéditions. Ah oui, comme l'échec de Sataspès, par exemple, envoyé par Xerxès pour faire le tour dans l'autre sens. Et il a fait demi-tour. Bah oui, terrifié par la mer, le désert, il n'a pas osé continuer. Et ça lui a coûté cher. Il a fini exécuté, c'est ça la logique. Exactement. Pour désobéissance. Et puis il y a eu Syllax aussi. Ah oui, Syllax de Cariande. Lui, il a exploré l'Indus, pour Darius. Et ça a ouvert la voie à la conquête perse dans cette région. Donc des réussites et des échecs. Venons-en aux Scythes maintenant. Hérodote les décrit vraiment comme l'archétype du peuple nomade. C'est ça. Pas de ville, pas de muraille, rien de fixe. Ils vivent sur des chariots, des éleveurs et surtout des archers redoutables. À cheval. Leur grande force, c'est leur mobilité. Ils sont insaisissables. Et donc, d'après Hérodote, invincibles. On ne peut pas les coincer. Et leurs coutumes. Alors là, c'est particulier. Oui, on peut dire ça. Les pratiques guerrières, par exemple. Assez brutal. Boire le sang du premier ennemi tué. Collectionner les têtes, utiliser les scalps comme des serviettes ou des décorations de harnais. Il parle même de crânes transformés en coupe à boire. Ceux des ennemis les plus haïs. C'est ça. Et sur le plan religieux, c'est aussi très spécifique. Ils vénèrent surtout un dieu qu'Hérodote assimile à Mars, le dieu de la guerre. Mais pas de statue, rien de tout ça. Non, juste un vieux cimetière en fer, planté au sommet d'un énorme bûcher de fagots. C'est ça, leur idole. Et il lui sacrifie du bétail, mais aussi des prisonniers de guerre, 1 sur 100, je crois. Leurs rites funéraires pour les rois sont aussi très élaborés, très macabres. Oui, c'est spectaculaire. Le corps est embaumé, puis il fait une sorte de tournée chez les peuples soumis. Où les gens doivent se mutiler en signe de deuil, c'est ça? Se couper un bout d'oreille, se griffer. Oui, des marques de deuil assez extrêmes, puis l'enterrement, dans une grande fosse carrée. Avec une de ses concubines étranglée. Et des serviteurs importants, échansons, cuisiniers, palefreniers. Des chevaux aussi, étranglés, et plein d'objets précieux. Le tout sous un énorme tumulus. Et ça ne s'arrête pas là. 1 an après, Ah oui, le clou du spectacle, si on peut dire. Ils choisissent 50 jeunes cavaliers scythes, parmi les meilleurs serviteurs. Ils les tuent avec leurs chevaux. et ils les empalent tout autour du tumulus. Les cavaliers serrent leur monture, comme une garde d'honneur figée dans la mort. C'est une image très forte, très théâtrale et assez terrifiante. Hérodote insiste aussi beaucoup sur leur rejet des coutumes étrangères. Ah oui, une aversion totale. Il donne 2 exemples frappants. Anacharsis, Même en Grèce. Mais il est tué par son propre frère, le roi Scythe, parce qu'il l'a surpris en train de célébrer les mystères de Cybèle, une déesse grecque. Et il y a aussi l'histoire de Cylès. Cylès, un autre roi scythe.
Sa mère était grecque, il parlait grec, aimait le mode de vie grec. Et il s'est fait initier au mystère de Bacchus, le dieu grec du vin, En secret, mais il a été découvert. Et les Scythes se sont révoltés, l'ont destitué et l'ont fait exécuter. ça montre bien leur intransigeance culturelle. Pas question d'adopter des rites étrangers. Bon, et tout ça nous amène logiquement à la grande confrontation, la campagne de Darius contre les Scythes. La fameuse expédition, malgré les avertissements, hein. On lui avait dit « n'y allez pas, ils n'ont rien, on ne peut pas les attraper ». Mais Darius y va quand même. Il traverse le Bosphore sur un pont de bateau, puis l'Istère, le Danube, avec une armée immense. Et les Scythes ils appliquent leur stratégie, la terre brûlée, et surtout la retraite constante. Ils se dérobent. Ils attirent les Perses toujours plus loin. Exactement. Une poursuite épuisante dans des steppes immenses et vides. Ils essayent même d'entraîner les Perses chez leurs voisins, qui, prudemment, refusent de se joindre aux Scythes. Et il y a la réponse célèbre du roi scythe Idantirs au défi de Darius. Ah oui, magnifique. En substance, on ne fuit pas par peur, c'est notre mode de vie. On n'a ni ville ni champ à défendre. Si tu veux te battre, trouve les tombes de nos pères. Essaye d'y toucher. Là, tu verras si on se bat. En attendant, va pleurer. C'est assez méprisant comme réponse. Totalement. N'oublions pas les fameux cadeaux scythes. Un oiseau, une souris, une grenouille et 5 flèches. Ah, le message codé. Darius, au début, il croit que c'est une soumission. Genre la terre, souris, l'eau, grenouille, l'air, oiseau et leurs armes, flèches. Oui, il interprète ça positivement, Mais Gobrias, un de ses conseillers, lui donne la bonne lecture, beaucoup plus sombre. qui est En gros, Perse, si vous ne vous transformez pas en oiseau pour voler, en souris pour vous terrer ou en grenouille pour sauter dans l'eau, vous ne rentrerez pas chez vous. Vous mourrez sous nos flèches. une menace de mort, en fait. Claire et nette. Exactement. Et peu après, Darius décide la retraite. Et le moment critique, c'est le retour au pont sur le Danube. Oui, le pont gardé par les Grecs ioniens, qui sont vassaux de Darius. Les Scythes arrivent et leur disent « Détruisez le pont. C'est votre chance d'être libre. Et Miltiade, le tyran d'Athènes, qui sera plus tard le héros de Marathon, il est pour. Il dit « oui, faisons-le ». » Mais il n'est pas suivi. Non. C'est Histier, le tyran de Milet, qui s'y oppose. Son argument est très pragmatique. Notre pouvoir de tyran, on le tient de Darius. Si Darius tombe, on tombe avec lui. L'intérêt personnel avant la liberté grecque. On dirait bien. Donc les Ioniens, ils font semblant, ils démontent un petit bout du pont juste pour que les Scythes croient qu'ils obéissent. Mais il le garde praticable. Oui, et quand Darius arrive, épuisé, poursuivi, le pont est là. Il peut passer in extremis avec ce qui reste de son armée. Darius échappe, donc. Il laisse quand même Mégabise avec une partie de l'armée pour consolider un peu le pouvoir perse en Europe. Oui, mais l'expédition contre les Scythes eux-mêmes est un échec cuisant. Ils restent invaincus, maîtres de leur steppe. C'est une image forte, cette confrontation. L'empire immense, organisé, centralisé, contre ce peuple nomade, insaisissable, indomptable. Tout à fait. Et Hérodote nous laisse avec ça, mais nous laisse aussi avec toutes ces histoires incroyables. Oui, les coutumes scythes déjà, mais aussi d'autres récits. Les neurs qui se changent en loups une fois par an. Ou Zalmoxis chez les Gètes, qui prêchait l'immortalité. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Hérodote rapporte des faits précis, des détails géographiques, des stratégies militaires, et en même temps ces récits qui nous semblent fantastiques. Bah oui, et c'est peut-être ça la question intéressante. Qu'est-ce que ce mélange nous apprend sur la façon de voir le monde, de raconter l'histoire au 5e siècle avant notre ère? La frontière entre le mythe, la croyance, le oui-dire et le fait observé, elle était peut-être plus fluide, plus poreuse qu'aujourd'hui. C'est une bonne piste de réflexion pour finir. Une autre manière de concevoir l'histoire et la vérité, peut-être. Voilà. De la matière à penser en tout cas.